Bonjour. Allez-y, je suis Sabrina. Bonjour enchantée. Sabrina, enchantée. Alors venez avec moi parce que tout se passe en bas. Et les cuisines sont en bas. Ah. Allez-y. Alors là, bonjour. Ah là, on entend, là, ça bouge ici. Là. Il y a de l'action ici aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais de l'autre côté, il y a moins de bruit là. J'adore. Donc là, je vois un bac. Qu'est-ce qui est en production en ce moment? Alors, donc, ici, il y a le point de chaud. Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de vous faire un petit fist bump ou Merci. ouais, enchantée. Vraiment, merci de m'accueillir dans votre Ah, cuisine. je vous en prie. Donc on va aller du côté où il y a un peu moins de, c'est ça, un peu hein. moins de bruit. Après, je peux l'arrêter un peu. Ouais, bonne idée. Ah, fait qu'on Ça va peut- mieux, hein? Oui, vraiment. Merci Sabrina. Tu t'es un peu volé ta blouse. Merci. Ah, ouais. Attends, je vais juste tremper les boyaux parce que si je fais pas Allez-y. ça, je pourrais pas faire une petite photo en train de faire les saucisses. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que parlez-moi de vos boyaux. Quel type de boyaux vous utilisez? C'est des boyaux naturels, des boyaux d'agneau. Alors, c'est fait pour faire justement des chipolatas. C'est une saucisse typiquement européenne, surtout française. Là. Pourquoi utiliser particulièrement le boyau d'agneau? Parce que vous faites la chipolata? Oui, parce que je fais la chipolata. C'est vraiment une saucisse typique, vraiment française pour ce côté-là. Donc, c'est vraiment, c'est comme un petit boyau. On l'utilise ici pour faire le boyau au merguez. Donc, nous, on fait la chipolata, c'est avec un hachage un peu plus grossier, là, limite entre presque saucisson. Donc, on a vraiment ce goût de mâche de viande, contrairement au hachage qui est vraiment plus fin qu'on retrouve ici. Et c'est vrai qu'après, niveau gustativement, on a plus le goût de sensation de viande, tout ça. Donc. Et une belle présence de gras quand même, qui est toujours le véhicule de saveur, que ce soit en charcuterie ou en cuisine. Donc parlez-moi de cette décision-là d'avoir un hachage un peu plus grossier. C'est par rapport à votre formation, par rapport à quoi exactement cette décision? C'est plus par rapport à, oui, par rapport à ma formation, par rapport aussi à là d'où je viens aussi, c'est vraiment que je voulais vraiment faire quelque chose de différent qu'on retrouve un peu au Québec, apporter ma touche personnelle, se différencier des autres saucisses d'ici là. Et c'est vrai qu'il y a ce marquant de gras qui est un peu plus présent, un peu plus grossier, mais après c'est un gras qui est vraiment choisi. J'utilise vraiment le gras de dos du porc, donc c'est vraiment un gras qui est plus ferme, il sera moins mou, il sera plus comment on appelle ça? Plus savoureux, Plus savoureux, langoureux ouais, en bouche, c'est ça. plus crémeux. Oui. Je continue ou? On va avoir fait. Ouais, ben, tu sais, bienvenue dans ma réalité de tous les Je jours. sais pas comment on fait. Mais Rémi, d'où venez-vous exactement pour faire la saucisse de cette façon? Moi, je viens du sud de la France, entre Arles et Avignon, là, vraiment un petit village des Bouches-du-Rhône, limitrophe de Vaucluse dans le Gard. Là. Et après, voilà, j'ai appris cette façon. Chaque région a un peu sa façon de faire ses saucisses aussi, donc c'est vrai que les régions de la France sont multiples, chaque région a sa spécialité et tout ça, donc après moi j'adapte en fonction des goûts, je fais ce que j'aime moi, donc, aussi c'est ça le plus important, parce que si moi je l'aime, je me dis que les autres vont l'aimer aussi, donc c'est ça. C'est ça, et après je travaille avec un porc qui vient d'une ferme. Voilà, c'est vraiment directement. Turlot? La ferme Turlot, exact. Et du coup, voilà, qui s'occupe vraiment de la naissance jusqu'à l'abattage, tout est bien élevé, sans hormones, sans OGM. C'est vraiment, je le retrouve niveau gustativement. Aussi, quand je la découpe, aussi, je vois la fibre musculaire qui est vraiment différente qu'on peut trouver dans certains grossistes ici. Là. Donc voilà, c'est déjà la base avant tout d'avoir un bon produit, il faut savoir d'où ça vient et avoir un bon élevage. Quoi. Ça fait toute la différence dans la bouche. Là, je vous vois avec vos boyaux, je ne veux pas vous retarder. Quelle est la prochaine étape, là? Là, on va fabriquer les saucisses. On va faire tremper les boyaux un peu dans l'eau tiède pour les détendre. Et après, hop. Vous avez de la facilité à trouver les boyaux que vous recherchez à Québec? Oui, pour ça, oui. Oui, pour ça, tout ce qui est chipolata, saucisses, on a quand même assez de la facilité. C'est sûr qu'après, dans l'avenir, j'ai d'autres fabrications qui viendront là. Ça sera un peu plus compliqué pour trouver d'autres boyaux là, mais dans l'ensemble, on s'en sort pas mal. OK. En ce moment, vous fabriquez combien de produits au total?
Toutes ces saucisseries, je fais en ce moment, je suis à 100 kilos semaine, donc, et là, ça cesse d'augmenter, donc au fur et à mesure, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé mon activité, ça fait que quelques mois là, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai pas une boucherie physique, donc les commandes se font vraiment via mon site internet de Rémi l'artisan des viandes, et c'est vrai que pour le premier abord, des fois, ça peut être un peu comme un style de frein, là, mais du bouche à oreille se fait très bien là, et bon, après la saison de saucisses est là, hein, je vais dire, on est parti là, on attendait ça avec impatience là, donc let's go. Hein. Je vous C'est suis le moment. dans ce que vous faites, si vous êtes à l'aise. Oui. Ça va? Dites-moi où me mettre pour pas être dans votre chemin. Parfait, super. Qu'est-ce que... Donc, vous apprêtez... Là, vous installez la pellicule plastique. Je m'installe pour faire mes saucisses, donc hop, je m'installe mes petits plats, hop, mettre les saucisses dessus. Ouais. Comment vous l'expliquez, l'engouement pour vos produits? L'engouement pour mon produit, ben, je pense que c'est vraiment quelque chose de différent qu'on trouve ici. Les gens se battent un peu pour tout ce qui est saucisses italiennes, douces, fortes. Donc ben, c'est vrai que moi j'apporte quelque chose de nouveau. Et je travaille avec des produits frais, j'ai fait moi-même mon mélange d'épices. J'achète pas des épices tout mélangées, je fais pas moi-même mon mélange d'épices. Donc, parce que je sais ce que je mets dedans. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de nitrite, tout ça. Et voilà, après, tout est pesé minutieusement. Le sel est vraiment un grammage très très précis, le poivre pareil. Tout est au gramme près. Ah oui, tout est au gramme près, ouais, bien sûr. Là, en ce moment aussi, pour la saison d'été, je fais des saucisses au basilic. J'achète moi-même mes plants de basilic, je ne prends pas du basilic déshydraté, donc j'achète mes plants de basilic frais, j'écueille mes feuilles, je les lave, je les nettoie et après c'est mélangé vraiment avec la viande. Donc du coup, ben, c'est prêt de manger du coup, les saucisses au basilic frais plutôt que basilic déshydraté. Du coup, en saveur, on est complètement sur autre chose. Donc, on est quand même une grande communauté de Français qui vivent dans le secteur et qui recherchent pas mal des fois des goûts. Veut pas, un Québécois qui va à l'étranger, il aura envie d'une poutine à un moment donné. Fait que c'est un peu pareil pour nous. Et donc, comme Rémi a eu sa boucherie en France pendant quelques années aussi, donc il a déjà été entrepreneur à son compte et créé ses recettes, etc. Ben, en fait, là, l'idée, c'est juste de ramener les techniques de travail en travaillant avec les produits locaux du Québec pour être capable de ramener ce même goût. Ah, ça c'est le bruit du poussoir, prêt à mettre la chair à l'intérieur. On met bien notre poussoir là, et après on tasse bien la viande à l'intérieur pour empêcher les bulles d'air de se créer à l'intérieur du boyau et de la saucisse. C'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, j'allais vous poser une question en même temps. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Québec, Rémi? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Envie de changement. L'envie de changement, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un métier, tout ce qui est métier de bouche, de toute façon, pâtisserie, boulangerie, cuisine, boucherie, tout ça là. Il y a du boulot partout dans le monde, donc. Mais pourquoi précisément la ville de Québec? Pourquoi précisément la ville de Québec? Au début, j'ai tenté Montréal, parce que je viens du sud de la France et c'est le côté un peu plus chaud comparé à Québec. Il faisait quelques degrés de plus, donc, j'ai fait un essai, mais le côté trop urbain là, de la ville de Montréal m'a pas plu, moi qui viens un peu de la campagne et tout ça, donc j'aime bien avoir mon petit espace naturel. Et donc voilà, après, la ville de Québec s'est proposée plus à cette idée-là que j'aime bien d'art de vivre, tout ça. Donc, mais du coup, là, ça fait un peu plus de 5 ans et je suis très content d'être ici. Et je vois mon fils aussi, il se régale parce que il a 8 ans, il est venu à l'âge de 3 ans ici, même pas 3 ans. Donc, après, lui, il est plus québécois que français maintenant. Là, donc il a perdu son accent. Là. Ah oui, hein? Comment réagit la famille lorsque vous retournez en France? Ils comprennent pas. C'est souvent ça, hein, c'est ça. Ouais. Très drôle. Mais vous, ça devient votre fierté en même temps. Ah oui, Ah oui, tout à fait, ouais. Donc là, on est rendu à l'étape de pousser la saucisse. Pousser la saucisse. Pousser. Hop. Allez, c'est parti. C'est très mince, hein, comme circonférence. C'est un petite saucisse, d'où le nom de chipolata. Exactement, tout à fait. Est-ce que c'est votre plus grand vendeur? Oui,
Oui, oui, absolument, oui. Après, je fais quand même pas mal d'autres charcuteries aussi, telles que la terrine de campagne, la rillette de porc, le fromage de tête. Le fromage de tête, et les gens embarquent. Rien à voir avec la tête fromagée, parce que c'est vraiment de la tête pure qu'on fait vraiment avec des ingrédients simples, sel, poivre, un petit peu de sucre, pour donner un petit peu de couleur. Mais voilà, c'est vraiment une charcuterie typique française, quoi. C'est vrai qu'on aime bien manger les abats, donc. Voilà. Ok, là, je me tasse peut-être pour ne pas être dans vos jambes. Allons-y. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que vous regardez là? Je regarde la vitesse de mon boyau, s'il est bien rempli, s'il faut que je ralentisse un petit peu, s'il faut que j'accélère. J'ai une main qui me tourne le poussoir et une main qui tient le boyau pour savoir s'il faut le freiner ou lui donner un peu plus de roue. Êtes-vous satisfait du résultat? Oui, on commence à avoir l'habitude. Après 23 ans dans le métier, là, on en a fait quelques kilos. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans la charcuterie? Moi, j'adore la bouffe. Je suis un grand gourmand. Pâtisserie, boulangerie, boucherie. Après, le fait d'être justement d'être arrivé dans le métier de boucher, donc c'est vrai. Du coup, c'est ça qui me passionne. J'adore la viande, j'adore pouvoir la transformer, donner du plaisir aux gens, donner quelque chose de nouveau qui change un petit peu du quotidien. Je vais garder quand même les grands classiques aussi, là, mais j'aime bien même des fois, comment on appelle ça? Sortir un petit peu du quotidien, des classiques, revisiter un peu quelques classiques aussi, là, donc. Par exemple? Par exemple, mes diverses sortes de chipolata, déjà d'un, parce que je fais des chipolatas aussi. Là, j'ai fait au Roquefort aussi avec du fromage Roquefort. Qu'est-ce que je fais aussi au piment d'Espelette, que je fais venir vraiment mon piment d'Espelette d'Espelette dans le sud-ouest de la France. Mes chipolatas aux herbes de Provence, que je fais venir aussi mes herbes de Provence parce que c'est ma région natale, donc je ne peux pas faire autrement, quoi. Le soleil est là-bas, donc c'est vrai qu'ils ont un autre goût, ce qu'on peut trouver dans d'autres pays ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment le goût typique. Et après, qu'est-ce que j'aime faire aussi? J'aime tout faire dans la charcuterie. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous plaît plus qu'une autre, qui, selon vous, est vraiment à l'image de votre signature en tant qu'artisan charcutier? Moi, c'est vraiment ma terrine de campagne qui est vraiment extraordinaire, niveau goût, tout ça. C'est vraiment une recette très très à l'ancienne avec marinée avec des ingrédients simples d'ailleurs, déjà juste sel, poivre, de l'ail et du 4 épices, tout simplement. Et aussi, j'ai fait une petite marinade au brandy. Le brandy, c'est un alcool, une sorte de petit cognac. Et du coup, on laisse ça macérer un jour ou deux, là, que ça prenne bien le goût des épices et le goût de l'alcool. Pas trop à mettre d'alcool, parce que le but, c'est de rester quand même debout. Quand même. Là, je vous ai vu sortir votre couteau pour percer un petit trou. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oui. Il y avait une petite bulle d'air. Il y avait une petite bulle d'air dans le boyau, donc hop, on a fait un tout petit trou là, pour pas que ça se voit, mais juste pour chasser l'air du boyau. Parlez-moi un peu de votre modèle d'affaires, parce qu'on s'entend ici que votre conjointe m'expliquait que vous êtes dans un local où vous louez l'environnement dans le but de faire la production, mais vous m'aviez dit que vous aviez une boucherie pignon sur rue en France avant. Donc, pourquoi faire le choix d'avoir un service en ligne, de vente en ligne avec des points de vente et non pas tout de suite ouvrir votre boucherie? Pour un premier temps, niveau économique, c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai que les loyers sont quand même assez dispendieux. Donc ça permet de faire un bon petit démarrage sans trop se ruiner aussi, là. Donc c'est vrai que le fait de louer, là je loue exactement 3 jours par semaine. Donc c'est vrai que ça me coûte beaucoup moins, il y a moins de frais. Du coup, si vraiment j'avais un local déjà
à temps plein avec un loyer, tout ce qui est électricité, toutes les charges annexes qu'on connaît là. Côté projet boucherie, ça en vient. Donc, petit à petit, ouais. Donc c'est déjà dans mon idée là. Donc, quelle est-elle, cette idée-là? Puis-je me permettre de creuser votre idée? Non, pas 100%. Mais il y a visiblement le désir d'avoir un comptoir boucherie. Oui, bien sûr, bien sûr. On y travaille fort. On en saura plus dans quelques mois. Là, le côté modèle d'affaires, c'est plus mon côté, là, moi, là. Fait que ça nous a pas mal permis aussi, quand tu prends une niche comme ça, spéciale, avec des spécialités françaises dans un pays qui n'est pas le tien, ce modèle d'affaires nous permet aussi de venir voir s'il y a un réel intérêt à consommer différemment. Pour voir si c'est viable. Parce que l'alimentaire, c'est quand même tout un processus pour que ce soit une entreprise viable. Avoir des idées, c'est bien, mais en vivre dans l'alimentaire, c'est plus difficile. Fait que ça nous permet de voir, aujourd'hui, effectivement, ça se passe bien. Effectivement, on travaille du coup sur un projet pour créer, on l'espère, d'ici la fin de l'année, mais rien n'est encore fait, rien n'est décidé, puis rien n'est signé. Mais qu'on attend encore un petit peu. À suivre. Mais c'est le rêve, donc c'est le rêve ultime. Tout à fait, puis on va garder ce système de point de dépôt. Parce qu'on trouve aussi que c'est assez pratique, la ville est quand même très très grande, donc le fait d'avoir comme ça en boulangerie, ben, ça permet d'avoir comme une collaboration. Rémi amène ses paquets à la boulangerie, les gens viennent récupérer leurs commandes, puis c'est un service que la boulangerie nous offre gracieusement, mais en échange de récupérer de la clientèle, puisque qui va à la boulangerie sans repartir avec quelque chose? Ah non, mais... Donc c'est gagnant-gagnant, donc c'est pour ça qu'on est parti dans ce sens-là pour démarrer. On fait aussi un peu pour les compagnies, il fait la paella, parce que Rémi il vous a encore caché pour l'instant que c'est un espagnol d'origine, donc il a la vraie recette de sa grand-mère du sud de l'Espagne pour la paella, donc on a une énorme poêle à paella, et donc il est capable de faire ça, fait qu'il en a fait pour un party de Noël pour une entreprise. Donc on a aussi ce côté-là où on fait des plateaux de charcuterie pour les réunions, les 5 à 7, toutes ces petites choses. Donc qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour l'avenir? De manger des saucisses. De manger peut-être moins de saucisses, mais de meilleures saucisses. Exactement, et différemment. Comment est-ce que ça se cuisine, donc, la chipolata que vous préparez aujourd'hui traditionnellement? Au barbecue, tout simplement. Au barbecue, on peut faire ça à la poêle quand il fait moins beau. Mais essentiellement au barbecue. Et le fait d'être plus petite aussi, là, les chipolatas, ça permet de faire des bons petits hot dogs aussi dans le pain. Là, donc, du coup, ça rentre beaucoup plus facilement. Il y a comme les Québécois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme des idées préconçues qu'il faut mettre des saucisses dans l'eau bouillante. Ça, parce que ça a beaucoup été utilisé avec du boyau pas naturel, du boyau synthétique. Et c'est vrai que des fois, on demande souvent une pré-cuisson du boyau pour le rendre un peu plus comestible, moins ferme. Mais c'est pas le cas pour moi. Surtout pas avec des boyaux naturels. Non, ça, je laisse faire ça aux gros industriels là. Et ils ont qu'à se battre entre eux là, il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon côté naturel de mon côté et tout se passe bien de ce côté-là, ouais.